Bonsoir à tous et bienvenue donc, au sein de cette université. Donc, l'objectif est maintenant de vous présenter les résultats d'une recherche qui a été menée donc, et qui a donné lieu à une convention de recherche entre l'Institut de recherche sur les entreprises et les administrations de cette université de Bretagne Sud, la Direct Bretagne qui a financé cette recherche et l'ARACT Bretagne. Donc, 3 enseignants-chercheurs ont participé à cette recherche et donc un chargé de mission donc, de l'ARACT Bretagne. Le contexte, comme il a été évoqué précédemment, est un contexte juridique, puisque nous avons eu cette obligation légale de signer des accords ou de mettre en place des plans d'action qui visait à prévenir la pénibilité au travail. Ceci était, je dirais, en lien avec 2 critères d'imposition liés à la taille des entreprises et, je dirais, à cette pénibilité constatée au sein des organisations, et imposait également un plan d'action alors extrêmement précis, puisqu'il s'agissait de choisir entre un premier thème d'action parmi 2 qui étaient proposés, puis ensuite de choisir 2 thèmes parmi 4 proposés. Donc véritablement la loi allait loin dans ses propositions d'action donc faites aux entreprises. Notre recherche a eu pour objectif de travailler en 2 phases. La première phase nous a amené à analyser le contenu de 100 accords et plans signés sur le territoire breton. Donc, à partir, je dirais, d'une population mère, nous avons pris une population mère de 237 accords et plans sur 4 départements bretons, donc accords et plans ayant été déposés à la Direct avant le 31 décembre de l'année 2012. Donc, à partir de cet échantillon, nous avons voulu avoir une vision globale de ce qui était le contenu de ces accords et de ces plans. Nous avons voulu identifier les actions qui avaient été proposées par les entreprises et nous avons voulu identifier aussi la manière dont les entreprises s'y étaient prises, notamment pour élaborer leur diagnostic. Donc ça a été notre première étape. Toute l'année 2013 a été donc concentrée sur cette première étude. Et puis ensuite, dans une deuxième phase, nous avons souhaité prendre 6 entreprises en particulier et aller au-delà de cette analyse de contenu de documents pour rencontrer les différents acteurs, repérer la représentation qu'avaient ces acteurs de la notion de pénibilité, à la fois les acteurs direction, mais également les acteurs représentants des salariés. Nous avons souhaité aussi repérer la perception qu'avaient ces acteurs de l'obligation légale, donc qui leur était imposée, et puis également comprendre les différentes dynamiques qui avaient été engagées au sein des organisations. Les résultats de la première étape nous permettent d'abord un premier constat, qui est que cette obligation légale n'a pas amené au développement réel d'un dialogue social au sein des organisations. Première déception, j'ai envie de dire. Alors, cette première déception, elle est argumentée par différents éléments. Le premier élément, c'est que, d'abord, peu d'entreprises ont transformé l'obligation légale en opportunité du fait d'abord, d'une part, des accords réellement signés, je dirais minoritaires, dans nos résultats. C'est-à-dire que seuls 41% des entreprises ont décidé de signer un accord, les autres préférant un plan d'action au sein des organisations. Le deuxième argument qui nous permet de dire qu'il n'y a pas eu véritablement de dialogue social développé, c'est que plus de la majorité des entreprises n'ont pas précisé dans leurs documents quels étaient les acteurs qui avaient été impliqués dans le diagnostic, notamment des facteurs de pénibilité. Donc, ces acteurs ne sont pas apparents, ne sont pas lisibles dans les documents donc, qui ont été remis à la Direct. Seules 46 entreprises dans notre échantillon de 100 donc, évoquent avoir mobilisé des acteurs, dont 39 parlent uniquement
d'acteurs internes à l'entreprise. Et dans les acteurs internes, les plus couramment cités sont le responsable ressources humaines, le responsable hygiène et sécurité, le DAF, directeur administratif et financier, et puis apparaît aussi le responsable de production, apparaît aussi le responsable d'atelier et le responsable d'équipe. Cette entreprise, donc parmi notre échantillon de 100, ont mobilisé à la fois des acteurs internes et des acteurs externes, c'est-à-dire ont été chercher des compétences à l'extérieur de l'entreprise pour venir les aider à réaliser ce diagnostic. Dans ces acteurs externes cités, nous trouvons les services de santé au travail, nous trouvons la CARSAT et la Directe. Donc voilà un premier constat de non-enrichissement réel du dialogue social. Deuxième constat que nous avons fait, c'est que nos entreprises se sont positionnées dans une logique de conformité. Une logique de conformité qui, notamment, est illustrée par le fait que très peu d'entreprises dépassent l'obligation légale. On a pris la loi, on respecte la loi, on ne va pas au-delà de la loi. Et notamment dans le choix des thèmes d'action, donc 17% seulement des entreprises ont dépassé les 3 thèmes qui étaient imposés par la loi. La définition des facteurs de pénibilité est scrupuleusement respectée. Seules 8 entreprises sont allées au-delà des facteurs de pénibilité, et notamment en intégrant les risques psychosociaux, donc comme facteurs de pénibilité donc, dans leur organisation. Parmi les thèmes les plus choisis, nous avons le développement des compétences et des qualifications, choisis dans 69% des entreprises, l'adaptation et l'aménagement du poste donc, dans 66% des entreprises et l'amélioration des conditions de travail dans 61% donc, des entreprises. Troisième résultat. Nous sommes rentrés dans les accords, nous avons décortiqué les actions qui étaient proposées au sein de nos organisations. À partir de ces actions, nous avons par mots-clés mis en avant des types d'actions, puis des familles d'actions. Nous pouvons mettre en avant, de ce fait-là, 10 familles d'actions différentes que vous voyez dans la première colonne, donc alignées les unes derrière les autres. 2 familles d'actions se détachent dans les 709 actions que nous avons répertoriées. Ces 2 familles d'actions sont plus exactement le management et la formation, qui représentent 38% des actions globales proposées dans les accords et les plans d'action. Nous constatons que ces 10 familles d'actions sont positionnées dans les différents thèmes imposés par la loi, c'est-à-dire que nous allons retrouver ces familles d'actions dans quasiment chacun des thèmes donc, proposés par la loi. Donc il n'y a pas d'identification d'une action à un thème donné, mais véritablement là, une présence de ces familles dans l'ensemble des thèmes donc, proposés par la loi. L'analyse de ces familles d'actions nous permet de distinguer 4 approches donc, de la prévention de la pénibilité. D'abord, une approche que l'on a qualifiée de gestion des ressources humaines. Derrière cette approche de gestion des ressources humaines, nous avons mis en avant des actions liées à la formation, nous avons mis en avant des actions liées à l'information, au management et à un élément un peu particulier qui sont les équipements de protection individuelle. 54% des entreprises se sont positionnées dans cette approche gestion des ressources humaines. Donc, véritablement une approche phare dans les travaux que nous avons mis en avant. Deuxième approche, c'est une approche organisationnelle qui se focalise sur l'organisation du travail et sur l'organisation du temps de travail. 20% des entreprises. Une approche technique, donc, qui concerne 17% des entreprises, où nous avons là des actions d'investissement, notamment d'investissement matériel. Nous avons des actions en termes d'études réalisées, d'analyses faites au sein de l'organisation. Et puis, une approche environnementale, donc, qui concerne là l'aménagement de l'environnement du travail dans sa globalité, avec 9% des entreprises qui se sont positionnées donc, sur cette approche-là. En 5e constat, nous faisons cette analyse de relative inconsistance des accords et des plans donc, au niveau des entreprises analysées. C'est-à-dire que, ici,
il nous a semblé que le contenu même des accords et des plans était relativement inconsistant. Qu'est-ce qui nous permet de dire ça? D'abord, une absence réelle de questionnement sur ce qu'est véritablement la pénibilité dans les entreprises et ce qui fait la pénibilité dans les entreprises, notamment, je dirais, les analyses de facteurs, etc. Cette inconsistance est liée aussi au constat que nous faisons d'une absence de réflexion réelle sur les enjeux de la pénibilité au sein de nos organisations. Alors la préconisation que nous voulons faire ici, c'est d'abord de dire que pour qu'un accord soit consistant, il faut d'abord répondre à cette question de ce qu'est la pénibilité dans nos organisations. Et derrière cette logique de définition de la pénibilité, non seulement il y a la définition légale, mais il y a aussi la notion de pénibilité constatée, qui nous impose d'aller rechercher dans les organisations les différentes données sociales qui peuvent illustrer véritablement la pénibilité. Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les taux d'absentéisme et je dirais savoir quelles sont les raisons d'absence dans l'organisation. Donc tous ces éléments-là nous permettent de répondre à cette question, quelle est la pénibilité réelle au sein d'une entreprise donnée? Et puis, comme il était évoqué tout à l'heure, un troisième pôle est nécessaire également, qui est la pénibilité perçue par les salariés eux-mêmes au sein de l'organisation. Cette question de la pénibilité perçue nous permet de comprendre effectivement les comportements des salariés au sein des organisations. Parfois, des éléments de pénibilité ne sont absolument pas perçus par les acteurs qui vont de ce fait-là se mettre en situation de danger au sein des organisations, par exemple. Donc, absence de consistance parce que absence de vrai questionnement autour de cette question de ce qu'est véritablement la pénibilité au sein de nos organisations. Autre élément qui nous permet de juger de cette inconsistance, c'est que ce diagnostic que nous avons perçu dans les accords et dans les plans est complètement focalisé sur, là encore, la dimension légale, c'est-à-dire les seuils légaux et conventionnels, sans qu'il n'y ait de mise en lien avec, je dirais, ce qui se passe dans l'organisation, et notamment les situations de travail réelles, les caractéristiques de la population, qui sont les salariés au sein de l'organisation, les données sociales que j'évoquais tout à l'heure, et puis la dimension stratégique de l'entreprise, c'est-à-dire quels sont les objectifs de l'organisation, donc à court terme, à moyen terme et à long terme. Là, absence totale de cette mise en lien entre ces différents éléments. Même chose, une absence de lien entre le diagnostic réalisé et les actions proposées au sein de ces plans et de ces accords d'entreprise. Alors, là encore, nous nous permettons une petite conceptualisation de ce qui ferait un accord ou un plan consistant en mettant en lien l'ensemble de ces éléments par ce schéma-là, qui nous permet d'arriver à une dimension d'approche globale de ce diagnostic de la pénibilité au travail en liant ces 4 éléments qui nous semblent essentiels pour avoir un vrai diagnostic donc, au sein des organisations. Donc, voilà, je dirais, un des premiers éléments. Alors, pour ne pas terminer cette première étape sur une connotation un peu trop négative, je vais là appuyer sur, je dirais, des points un peu plus positifs avec un constat qui est que cette inconsistance est moins importante dans les accords que dans les plans. Donc, dans les accords, nous avons une plus forte mobilisation des acteurs. Dans les accords, nous avons une plus forte source d'information donc utilisée dans le diagnostic et nous avons une mobilisation plus fréquente des méthodes participatives au sein de l'organisation. Donc, ce qui nous fait croire que lorsqu'il y a accord, il y a diagnostic un peu plus poussé, il y a mise en lien entre les acteurs, donc on se rapproche un petit peu plus donc d'une approche globale de ce diagnostic. Alors, autre élément qui nous a intéressés, c'est le rôle du document unique. Ce document unique qui paraît un document, je dirais, utilisé dans l'organisation,
D'abord, il a un rôle important parce qu'il sert d'appui de diagnostic dans beaucoup d'organisations et il nous met dans une logique de continuité parce qu'il y a très souvent une mise à jour de ce document qui permet à l'entreprise d'avancer dans cette lutte contre la pénibilité au travail. Alors, voilà le premier résultat sur cette première étape. Alors ensuite, nous avons été là voir concrètement dans les organisations lors de la seconde étape, et ça a été un petit peu douloureux pour nous. On se confie là à vous, puisque ce qui a été douloureux, ça a d'abord été de voir les entreprises accepter notre venue. Donc, nous avons fait, je dirais, preuve de beaucoup de courage, n'est-ce pas? Parce que beaucoup d'entreprises nous ont fermé catégoriquement la porte en disant surtout ne venez pas chez nous. Alors, pourquoi est-ce qu'elles nous ont dit ça et quelle est notre analyse par rapport à ça? Alors, notre première analyse, c'est d'abord de juger que ce n'est pas un sujet prioritaire pour les entreprises avec lesquelles nous avons été en relation. Deuxième analyse, c'est que dans beaucoup d'entreprises, certes, l'obligation légale a été respectée. Mais depuis la remise du document à la directe, eh bien, on a un peu l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose dans l'organisation. Donc, et notamment, eh bien, les actions n'ont pas forcément été mises en place au sein des entreprises. Donc, on ne veut pas prendre de risque d'avoir des enseignants-chercheurs qui viennent mettre le nez dans nos affaires, si vous me permettez l'expression, donc parce que ça permettrait d'avoir quelques ennuis. Alors quel type d'ennuis? D'abord, rendre visible notre absence de dynamisme. Ensuite, alerter éventuellement les représentants du personnel, voire d'autres acteurs, et notamment l'inspection du travail, qui viendrait ensuite nous retrouver. Et puis, autre élément aussi, c'est surtout ne pas réouvrir ce dossier pénibilité que nous avons traité rapidement pour, je dirais, répondre à cette obligation légale, mais que nous ne voulons absolument pas réouvrir pour ne plus perdre de temps avec ce sujet-là. Heureusement, nous avons eu 6 entreprises qui ont accepté, n'est-ce pas, de travailler avec nous, 2 entreprises du monde agroalimentaire, 2 entreprises du secteur médico-social et 2 entreprises du monde des services, alors services de nettoyage et services liés au jeu, donc un secteur un peu particulier. Nous avons là une représentation des 4 départements bretons. Nous avons là une représentation de tailles d'entreprises différentes, donc ce qui nous permet d'avoir une représentation un peu globale de ce qui s'est passé dans ces entreprises-là. Premier constat que nous faisons, c'est qu'à la question « qu'est-ce que la pénibilité au travail ?», nos entreprises ont une représentation extrêmement liée à leur contexte de travail. La pénibilité du travail n'est pas du tout évoquée en général, mais est rapprochée à des situations de travail extrêmement précises. On va désigner des situations, on va désigner des activités. On sait de quoi on parle, donc ces acteurs-là savent ce que c'est que la pénibilité au travail, aussi bien du côté de la direction que du côté donc des représentants du personnel. Dans les 6 cas que nous avons analysés, la perception de la pénibilité des acteurs rencontrés dépasse l'obligation légale. Dans nos 6 entreprises, les 6, je dirais, directions et représentants du personnel ont intégré les risques psychosociaux comme facteurs de pénibilité dans leurs organisations. Donc, cette contextualisation les amène à intégrer naturellement ce risque, donc, en tant que risque réel de pénibilité. Autre résultat, dans toutes nos entreprises, quand on leur demande comment percevez-vous l'obligation légale, toutes nous répondent, dans un premier temps, cette obligation légale est quelque chose de négatif, et notamment, c'est une contrainte bureaucratique, c'est une contrainte administrative, c'est de la théorie qui est extrêmement lourde à mettre en place dans notre organisation, qui nous fait perdre du temps, etc.
Donc ce qui est évoqué, c'est la multiplicité des obligations légales, c'est la perte de temps, la perte d'énergie dans les organisations liées à ça, la juxtaposition de domaines d'action, de prévention, pas forcément en lien avec le contexte d'entreprise, le percutage entre ce que nous avons déjà mis en place dans les organisations et cette nouvelle obligation légale. Donc, bref, tout ça nous apparaît très très contraignant. L'autre élément qui est contesté, c'est la déconnexion entre cette obligation légale et le contexte d'entreprise, la non prise en compte des caractéristiques mêmes de l'organisation, des facteurs de pénibilité inadaptés, une absence de prise en compte des risques psychosociaux qui nous obligent à les intégrer, et des délais qui sont imposés, qui ne correspondent pas du tout au cycle de l'entreprise, aux priorités de l'entreprise, etc., etc. Mais, une fois que nos acteurs ont dit tout cela, ils se sont un peu lâchés, n'est-ce pas, par rapport à ça, arrive ensuite un constat, c'est que, malgré tout, cette obligation légale peut être perçue comme une opportunité. Et notamment, finalement, si je prends là les discours des directions, elle va nous permettre, cette obligation légale, d'imposer ce thème de la pénibilité pour les managers, donc de les imposer aux instances de représentation du personnel, aux salariés eux-mêmes. Autre élément, ça nous permet de prendre un peu de champ, de prendre du temps dans les analyses, de remettre ce thème-là en discussion régulièrement dans nos comités, divers et variés, etc. Autre élément, ça change la vision de la pénibilité et ça remet en cause, dans certaines entreprises, des mentalités de fatalisme par rapport à la pénibilité au travail. Ça oblige à faire évoluer les postures de travail, ça oblige à faire évoluer les gestes, ça oblige à faire évoluer les rythmes de travail des salariés. Ça nous permet de reconnaître des métiers pénibles et peut-être de permettre des départs avancés à la retraite. Et puis, un autre argument, c'est voilà un thème qui nous permet finalement de pacifier le dialogue social au sein des organisations par rapport au thème de la rémunération, qui met un peu d'huile sur le feu souvent dans nos organisations. Ce thème de la pénibilité, au contraire, nous permet de discuter peut-être un peu plus sereinement avec nos instances de représentation du personnel. Autre résultat, concernant la démarche mobilisée, nous avons là un échantillon de 6 entreprises qui répond à ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que nous avons 2 accords pour 4 plans. Dans ces 2 accords, un accord cadre et un accord d'entreprise. Nous constatons que ces 6 entreprises-là étaient déjà engagées dans des logiques de prévention de la pénibilité. Elles n'ont pas attendu la loi pour agir, ces 6 entreprises-là. Nous constatons aussi qu'elles ont eu un souci de pragmatisme. Comme elles avaient déjà travaillé sur ces problématiques-là, elles ont voulu se mettre en conformité donc, par rapport à la loi, au moindre coût, et notamment au moindre coût en temps. Donc on a fait la liste de ce que l'on avait fait en matière de prévention, et on a tenté de rentrer dans les cases imposées donc, par cette obligation légale. Nous constatons que le travail a été fait majoritairement par l'encadrement fonctionnel et que les IRP ont été informés une fois que le travail a été réalisé. Donc là, on leur a demandé un avis. Mais nous n'avons pas été dans des logiques de co-construction réelle donc, au sein de ces entreprises-là. Nous constatons également que dans ces entreprises-là, majoritairement, les acteurs externes ont été mobilisés. On a été chercher des compétences à l'extérieur de l'entreprise. Et notamment, nous trouvons le médecin du travail, nous trouvons la CARSAT, nous trouvons l'ARAC, nous trouvons l'inspecteur du travail. Nous trouvons aussi une étudiante donc, en hygiène et sécurité environnement qui était en stage et qui a mis en place des choses. L'INRS est également cité, l'institution de prévoyance et de retraite complémentaire. Donc une ouverture de ces entreprises pour aller chercher des compétences là où elles sont, pour les aider donc à faire leur diagnostic et à mettre en place leurs différents plans d'action. Ces entreprises évoquent des freins.
ces entreprises évoquent des difficultés donc, dans cet exercice de diagnostic et de plan d'action. D'abord, le temps limité à consacrer à cette problématique-là. Ensuite, la difficulté de faire le diagnostic, donc d'identifier les personnes concernées, de savoir quel seuil donc, nous allions retenir dans les organisations, etc. Une difficulté également qui est liée au fait de relier, d'articuler le diagnostic et le plan d'action. Et puis enfin, une difficulté qui est en lien avec les fiches individuelles d'exposition dont on parlait tout à l'heure, avec une perception de logique de compensation qui vient se confronter au plan d'action qui, lui, est dans une logique de prévention. Donc, une confrontation de logique, là, perçue par les entreprises que nous avons pu rencontrer. Les APAP qui ont été mises en application met en avant que ces actions ont été réalisées dans la continuité donc, des projets d'amélioration des conditions de travail, et notamment 2 actions phares. Une action qui vise à baisser les contraintes physiques et une action qui vise à travailler sur la gestion du temps de travail. Ensuite, nous constatons que dans ces 6 entreprises, la mise en place des actions et le suivi des actions nous a amené à développer des pratiques participatives et de concertation dans l'entreprise. Nous constatons aussi que des difficultés sont souvent mises en avant, et notamment la première, c'est des contraintes financières. Donc la trésorerie de l'entreprise ne permet pas de faire autant d'investissements que ce que nous souhaiterions faire dans les organisations. Des freins et des difficultés liés aussi à la gestion des ressources humaines. Le premier frein, c'est la dimension compétence. Donc, le besoin de compétences techniques en matière d'hygiène et de sécurité, le besoin de compétences réelles en matière de gestion des ressources humaines. Ces compétences-là n'existent pas dans toutes les entreprises que nous avons pu rencontrer. Et puis, autre élément également, cette prévention, et nous avons été assez surpris de cela, est parfois perçue comme une menace dans l'entreprise. Prévenir la pénibilité peut être perçu comme une menace. Comment se fait-il ? Eh bien d'abord parce que cette prévention de la pénibilité remet en cause la logique, et notamment la logique de court terme. Et parfois, cette logique de court terme, c'est une logique de confort pour le salarié. J'ai l'habitude de faire comme ça, il n'y a pas de raison que ça change. Donc, cette logique de court terme vient se confronter à une logique de long terme de prévention. L'exemple type que nous avons eu est l'exemple sur l'organisation du travail fini-parti. Je me dépêche de finir mon travail parce que si je finis à 15 heures, je vais pouvoir aller m'occuper de mes enfants. Donc j'accélère les cadences, j'ai mal partout, mais ce n'est pas grave, je peux vivre donc ma vie personnelle à côté. Prévenir la santé au travail revient à remettre en cause ces organisations du travail, au moins en discuter, pour aller dans ce sens de la prévention, notamment des troubles musculo-squelettiques. Donc, c'est une menace pour mon confort de vie et mon articulation entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Autre confrontation de logique, la logique de prévention. Je préviens la pénibilité au travail, mais ça veut dire que je remets en cause, je dirais, une logique de compensation. Je n'ai plus de prime de pénibilité au sein de l'organisation, puisque l'entreprise vise à limiter cette pénibilité. Donc, c'est un pouvoir d'achat moindre pour le salarié. Donc là, quelle est, je dirais, la perception de cela par les différents acteurs de l'organisation ? Nous mettons également en avant qu'il serait possible de faire mieux dans les organisations, et des conditions nous semblent nécessaires à respecter pour aller vers plus de consistance dans l'entreprise. La première de ces conditions, c'est d'abord que les directions aient la perception de la pénibilité comme un élément de performance dans l'organisation. C'est-à-dire que nos dirigeants-là aient complètement intégré la dimension de performance globale dans l'entreprise. C'est-à-dire percevoir la performance comme à la fois la performance économique, mais en lien avec la performance sociale de l'entreprise. Donc là, nous touchons à la philosophie des directions de nos entreprises. Deuxième condition, c'est l'existence de compétences techniques en matière d'hygiène-sécurité au travail, en entreprise, et des compétences en matière de gestion des ressources humaines. Et ça, quelle que soit la taille des entreprises. Troisième élément,
c'est percevoir la pénibilité comme un sujet consensuel, c'est-à-dire on va pacifier le dialogue en mettant en avant cette thématique donc, de pénibilité. Quatrième condition, maîtriser l'approche participative dans l'entreprise et maîtriser la conduite de projet dans l'entreprise. Ça nous semble essentiel. Autre condition, s'ouvrir, donc aller chercher des compétences à l'extérieur de l'organisation. Et les acteurs sont nombreux, donc beaucoup ont été cités lors de ma présentation. Et enfin, donc des directions qui s'orientent vers des démarches globales, une perception globale de la pénibilité, une perception globale du diagnostic donc, au sein des organisations, une perception globale des approches. Donc, ça n'est pas une approche GRH ou une approche organisationnelle, c'est une approche GRH, organisationnelle, technique et environnementale. Donc voilà les résultats de notre étude.